Bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit update lecture. Et oui, j'ai mis mon t-shirt Taylor Swift et je pense que beaucoup de personnes m'ont demandé si j'étais allée au concert finalement. La réponse est oui, j'y suis même allée les 2 soirs à Lyon. Décision de dernière minute que je n'ai pas regrettée puisque le premier soir où je n'étais pas censée, enfin le soir où je n'étais pas censée être là, elle a chanté ma chanson préférée du dernier album qui est donc The Prophecy. J'ai quelques livres dont j'aimerais vous parler qui étaient notamment dans le challenge jusqu'au concert de Taylor Swift, le challenge que j'avais sorti fin avril. Est-ce que j'ai réussi ce challenge? Non, pas du tout. Il me manquait un livre pour y parvenir et en fait je vais vous en parler parce que je n'arrive pas à avancer dans ce livre et j'hésite à l'abandonner, donc je vais mettre ça un petit peu au vote du public. Mais d'abord commençons par ce que j'ai lu en avril. Je suis partie en week-end sur la côte de Granit Rose en Bretagne avec des copines. On est rentré dans une librairie à Lannion qui est la librairie Gwalarn pour les Bretons et... ça se dit les Lagnonnais? Je ne sais pas. Vous, les Lannais peut-être, vous le savez, c'est une super librairie et du coup je me suis pris quelques poches parce que j'étais là en mode j'ai fait mon petit book haul et dedans je vois juste avant de partir, j'allais pas le prendre et je vois ce livre, Ce que murmure le vent de Amy Harmon et en fait je me dis waouh, Amy Harmon ça fait des années que je l'ai pas lu, j'aimais beaucoup ce qu'elle faisait à l'époque, si ça se trouve ça va me plaire et tout. On était sur une double narration, enfin une double temporalité puisque c'est une jeune femme qui perd son grand-père en 2001 à New York et qui décide d'aller rechercher son héritage irlandais sur place à ce moment-là et qui en fait se retrouve à voyager dans le temps, à être déplacée dans le temps en 1921 et du coup elle se réveille dans le domaine de ses ancêtres après avoir été avalée par le brouillard au milieu du lac où elle faisait ses derniers adieux à son grand-père, donc assez chaud. Et en fait elle se retrouve en 1921 et on va être sur les suites et les heures sombres post l'insurrection de Pâques qui est en 1916. Là on est en 1921 mais les heures sont toujours sombres, c'est toujours compliqué pour la révolution et pour la liberté des Irlandais et des Irlandaises quoi. Une sorte d'épopée familiale mais en même temps c'est super précis niveau historique et c'est vraiment ce que j'ai apprécié dans ce livre. Je vous cache pas que c'est une de mes meilleures lectures de cette année et je m'y attendais absolument pas. Je pensais que ça allait être... Très clairement j'avais des préjugés en fait, je me suis dit que ça allait être roman de gare un peu qu'on lit vite fait sur le coin de la plage et tout. Oui, ça peut se lire à la plage, hein, comme quasiment tous les livres en fait finalement, mais c'est surtout très très chouette parce que on a cette précision historique qui est hyper intéressante pour avoir vécu en Irlande un petit temps et avoir étudié dans une fac irlandaise des cours d'histoire, des cours de littérature qui parlaient d'histoire, etc. Voilà, ça me paraissait être tout à fait cohérent. Et du coup, elle a mis la précision historique. En même temps, c'est hyper déchirant parce que en fait, elle perd son grand-père, mais elle le retrouve en remontant le temps. Mais il est enfant. Donc bref, c'est hyper déchirant et évidemment en plus dedans on va avoir une petite romance mais en 1921, ah là, c'était trop chouette. Si Irlande, voyage dans le temps, épopée familiale, destin un petit peu hors du commun d'une femme, ça vous intéresse, franchement n'hésitez pas à vous plonger dans Ce que murmure le vent parce qu'en fait ça a été une grosse surprise qui était trop cool. Puisqu'il y avait Westerland, je me suis décidée à sortir de ma palle Porcelaine sous les ruines de Ada Vivalda que j'ai pu lui faire signer à Westerland, donc c'était très chouette. Parce qu'elle a accordé trop de vœux aux humains, Alba a été bannie sur Terre par les génies. Après une longue errance à travers les siècles, elle a enfin trouvé un refuge et une famille sur l'archipel paisible d'Hibernia. Et du coup elle est connue sous le nom de Lady Whitmore. Et elle essaye de ralentir la montée des eaux qui pourrait engloutir son île. Le pays voisin, qui est un peu leur rival, un peu leur allié, t'es jamais sûr duquel c'est, va dépêcher un émissaire pour essayer de trouver comment ils parviennent à avoir autant de nourriture. Parce qu'en fait, en gros, ils font du troc, c'est-à-dire c'est des conseils avisés pour créer des digues contre de la nourriture. Parce que eux, les voisins un peu maléfiques, ils sont surpeuplés, ils n'arrivent pas à produire assez de nourriture pour toute leur population, etc. Donc ils font du troc avec Hibernia, mais ils dépêchent quelqu'un sur place, évidemment, pour essayer de percer le mystère, tout en essayant de charmer Lady Whitmore, on va dire, Alba. L'Ethan Alcor. Évidemment, c'est une petite romantaisie, donc il va y avoir une relation entre Alba et l'Ethan, mais
ce qui est très cool, c'est que on est sur une atmosphère hyper poussée, je trouve, aussi atmosphère très irlandaise. Hein. J'étais dans une atmosphère irlandaise hein, pour ces deux lectures. C'est une atmosphère super mélancolique, très nostalgique, où vraiment bah, c'est porcelaine sous les ruines, une tasse de thé, un monde de pluie. En fait à Hibernia il pleut tout le temps. Elle passe son temps à boire du thé, à essayer de se mettre sous un plaid, etc. Sachant qu'on a eu un temps vraiment de merde ces derniers temps. C'était hyper approprié quand je l'ai lu au mois d'avril. J'étais là en mode email, j'étais là genre oh bah écoutez, quand je regarde dehors c'est à peu près ce temps-là, donc why not. Ensuite je n'avais envie de rien lire parce que ça m'arrive très régulièrement, parce que je suis fatiguée, parce que je regarde des séries, parce que je vis une vie de patachon comme dirait ma grand-mère, et là c'est le point linguistique de la langue française. Mamie Margot vous apprend que patachon c'était quelqu'un qui conduisait une patache dans les siècles passés, et c'était une petite carriole un peu instable, pas très sûre, etc. Et donc quand on dit mener une vie de patachon, c'est mener une vie instable, frivole, tout ce que vous voulez. Et donc voilà, c'est tout ça pour dire que ma grand-mère pense que je sors beaucoup, et elle n'a pas totalement tort, parce que je n'ai plus le temps de lire, et tellement je sors je suis fatiguée, donc je n'ai plus envie de lire non plus. Bref, c'est un cercle vicieux. J'ai quand même réussi à lire un petit peu là au mois de fin avril-mai, mais bon, j'aurais pu plus lire, n'est-ce pas? Mais je me suis tournée vers des valeurs sûres. J'ai relu Happy Place de Emily Henry, auquel j'ai donné à nouveau 5 sur 5, 5 étoiles sur Goodreads parce que c'était incroyable. Et du coup j'ai enchaîné évidemment avec son nouveau qui est donc Funny Story, que j'attendais depuis si longtemps. Et je pense que c'est vraiment le premier livre où je suis tellement vénère contre les gens qui ont fait du mal à ces personnages. Genre dès le début je me suis dit j'ai envie de tout casser. Vraiment je lisais des passages à Imen, j'étais là en mode j'ai envie de les buter, j'ai envie de buter ces gens. Parce qu'en fait l'histoire c'est que Daphné adorait la manière dont Peter racontait leur histoire. Ils étaient sur le point de se marier, c'était un grand charmeur, etc. Vraiment super gars, elle était amoureuse de lui, enfin voilà. Et une semaine avant le mariage, au moment de sa bachelor party, en fait il lui dit bah, que finalement il est amoureux de Petra, sa meilleure amie d'enfance. Et il vient juste de se rendre compte, ils viennent juste de se le dire. Rompt avec Daphné, Petra rompt avec Miles. Et donc Daphné est obligée, vu que Peter lui dit bah tu as 24 heures en gros pour partir de la maison, qu'ils sont ensemble, hein, parce qu'ils avaient, enfin, ils s'apprêtent à se marier, donc voilà. Et donc elle doit déménager pour aller vivre avec Miles, l'ex de Petra. C'était le premier où vraiment les personnages commençaient dans une situation aussi compliquée, je pense, émotionnellement. Même si Happy Place avait commencé aussi et c'était un peu dur, mais là vraiment pauvre Miles, pauvre Daphné et Petra et Peter qui leur envoient une invitation pour leur mariage qu'ils n'ont pas déplacé en fait. Enfin genre c'est juste genre 2-3 mois après qu'il aurait dû se marier avec Daphné. Donc ça only the Americans hein, on est d'accord, juste les Américains qui peuvent faire des dingueries comme ça, mais bon. Et du coup, Daphné est tellement en colère, et on la comprend, qu'elle dit à Peter au téléphone que en fait, bah, elle va venir. Elle va venir avec son petit ami. Et donc elle dit que c'est Miles, que Miles et elle sont ensemble. Et du coup évidemment on est dans un troupe de fake dating, et ce qui était faux de base, c'est-à-dire qu'ils sont ensemble, va se transformer en oh en fait pourquoi pas. C'était assez intéressant, c'était assez mignon aussi parce qu'ils développent une amitié, ils développent une complicité, une relation tout simplement, avant que ce soit une relation qui potentiellement prenne un tournant romantique etc. Et Funny Story était plutôt chouette, plutôt bien réussi, comme à peu près tout ce que fait Emily Henry, hein, on va pas se mentir, toutes ses romances je trouve sont assez bien construites, assez incroyables. Happy Place serait mon top 1, ensuite on aurait Beach Read, et ensuite on aurait Funny Story, parce que je l'ai quand même bien apprécié, mais c'est pas mon Emily Henry préféré. Voilà. Enfin le dernier livre dont j'ai à vous parler, c'est Gwen and Art Are Not in Love de Lex Croucher. On est à nouveau dans de la romance, mais là on est sur de la romance où littéralement tout le monde est queer, et ça je sais que ça saoule certaines personnes, hein, n'est-ce pas, qui n'aiment pas toute cette diversité, pourquoi cette woke culture, tout ça, pourquoi tout est queer et tout. Et je suis là en mode, ne lisez pas ce livre parce que ce livre, vraiment, tout le monde est queer, et c'est trop bien d'ailleurs, voilà, c'est très chouette. Et du coup, on a Gwen qui est promise à Arthur, Gwen qui est, comment dire, la fille du monarque
de je ne sais plus quel bled. Bon, je pense que c'est le Royaume-Uni, hein, très clairement. Ils peuvent pas se piffrer. Et notamment aussi parce qu'en fait ils sont pas du tout hétéros, ils ont pas envie d'être ensemble. Et du coup Gwen tombe amoureuse de la chevaleresse Bridget. Et Art, du coup Arthur, le promis de Gwen, aime son frère à elle, qui s'appelle Gabriel, qui est destiné à être le futur monarque. C'est plein de bons sentiments, ça se lit très très vite, très très bien. C'est plutôt chouette, vraiment ils ont de la répartie qui est très fun. Voilà, il y a pas mal de banter, de joutes verbales. On a aussi des petites scènes super mignonnes entre les deux meufs, entre les deux mecs. Voilà, et du coup je trouve ça très très chouette. J'ai été contente de comment ça s'est terminé. Ce sera pas un truc que je garderai avec moi toute ma vie, hein, très clairement. Ça va pas révolutionner le genre, révolutionner l'histoire de la littérature ou je ne sais quoi, mais c'était super fun, assez léger tout en quand même abordant quelques sujets où en fait par exemple on se demande jamais genre est-ce qu'il y avait de l'endométriose à l'époque médiévale, et en fait Lex Crutcher elle a dit bah vas-y je vais répondre à cette question tu vois, et je vais mettre un personnage ultra badass qui a de l'endométriose et tout, et j'étais trop contente parce qu'en fait j'étais là c'est sûr que ça a dû exister quand même, et t'avais tous ces médecins autour d'elle qui lui disaient que non mais c'est normal, il faut souffrir, etc. Et en fait vraiment elle mettait en parallèle des fois la traversée du désert que certaines personnes qui ont de l'endométriose peuvent subir à cause de voilà d'une errance médicale ou ce genre de choses. Et en fait elle était là ça existe au Moyen-Âge mais en fait ça existe de nos jours, et je suis là genre ouais. Donc quand même assez actuel ce qu'elle nous écrit Lex, n'est-ce pas? Et aussi je me rends compte que je n'ai lu que des autrices là pendant le dernier mois et demi, c'était pas fait exprès de base mais en fait c'est pas plus mal. Voilà. Et alors là on va arriver au moment qui fâche. Pourtant je l'aime d'amour cette autrice, cette auteurice, parce que c'est une auteurice non binaire. On est sur Becky Chambers. Becky Chambers, ma personne sûre, voilà. Où vraiment je me suis dit, The Long Way to a Small Angry Planet, c'est obligé que je l'aime, puisque j'ai adoré Histoire de moines et de robots de Becky Chambers. Et là, ça fait 1 mois que je suis dessus et j'ai lu 144 pages. Et je trouve ça d'une lenteur, d'une longueur. Et d'habitude j'aime ça, et là je n'arrive pas. Il y a trop de personnages. Et en même temps, pas tant que ça, en fait, je me rends compte qu'il n'y en a pas non plus 15 000. Hein. C'est un crew, en fait, qui voyage dans l'espace, et donc on est au moins sur une bonne dizaine de personnages qui sont quand même sur le devant de la scène, même s'ils sont pas tous traités de la même manière et avec autant d'importance et autant de temps, on va dire, d'écran, presque. Mais vraiment, je bug, je me suis attachée quasiment à personne, j'arrive pas à rentrer dedans en fait. Et du coup ça parle de Rosemary Harper qui rejoint l'équipe du Wayfarer, et on n'attend pas grand chose, c'est un petit rafio un peu qui fait des allers-retours, et finalement ils vont comment dire, décrocher le gros lot parce qu'ils vont devoir faire des trous entre telle partie de l'espace et telle autre partie de l'espace, et en fait c'est une grosse commande, un gros chantier, ça va leur apporter plein de pépettes, enfin, et t'es là en mode d'accord, ok, donc là où j'en suis, ils y sont même pas encore, ils y vont, mais en fait c'est derrière, c'est une exploration de la société dans quelques centaines d'années, comment l'exploration spatiale, qu'est-ce que ça a donné, un peu en toute bienveillance, genre quelles espèces cohabitent les unes avec les autres, et voilà. Et en fait j'ai l'impression vraiment de lire une espèce d'encyclopédie sur les différentes espèces qui peuplent ce monde là, ce qui est pas désagréable, mais en même temps je suis là en mode mais il est où le plot, j'ai du mal à m'accrocher à quelque chose, donc je vais essayer de le finir, ce sera potentiellement dans une prochaine update lecture, mais il se peut aussi qu'au bout d'un moment je l'abandonne si je suis au milieu et que vraiment il n'y a rien qui me raccroche à la vie, hein, et au livre. Et l'autre livre que je suis en train de lire, et là je sais déjà que ça va être un coup de cœur, c'est assez incroyable. Je suis allée du coup à Lyon pour voir Miss Taylor Swift, et donc j'ai traîné un petit peu dans Lyon, je suis allée à la librairie à Soie, et du coup j'ai pris un essai féministe, voilà. Tout ça, n'est-ce pas? Et c'est donc Post-romantique de Aline Laurent Maillard, qui est donc Comment moins de romance pourrait sauver l'amour et la société. Et je vais juste vous lire la 4e de couverture, le début, parce que vraiment c'est ce qui m'a accroché direct. De ses 15 à ses 30 ans, Aline Laurent Maillard a attendu de tomber amoureuse, mais ce n'est jamais venu. Il lui a fallu du temps pour l'accepter, plus encore pour comprendre qu'elle était heureuse ainsi.
Cette prise de conscience l'a amenée à s'interroger. Pourquoi cette obsession pour l'amour romantique, qui, aussi universel et naturel qu'il nous paraisse, est une invention du 19e siècle. Une des pistes qu'elle explore, c'est pourquoi l'amour romantique est-il devenu si important, pourquoi est-il devenu la réponse à notre anxiété et à notre perte de repères. Nous aurions très bien pu organiser notre société moderne autour de nos aïeux et aïeules ou de l'amitié par exemple. Elle dit aussi l'amour romantique prend alors la place de la religion comme repère rassurant et devient l'un des éléments structurants de notre société. Et je trouvais ça hyper intéressant de dire que en fait une fois que la religion a commencé à décliner, c'est pas la science vraiment qui régit et qui a pris la place de religion, c'est plutôt l'amour et l'amour romantique, et je trouve ça hyper important. Et elle dit aussi qu'à force d'être évoqué et valorisé, le sentiment amoureux est passé d'une possibilité agréable à une étape évidente de la vie avant de devenir un critère incontournable du bonheur. En fait au fur et à mesure ça s'est renforcé, au fur et à mesure du 19e siècle et du mouvement romantique. Vraiment, de base c'était un truc chouette qui pouvait t'arriver, mais t'avais plein d'autres trucs dans la vie qui faisaient que tu pouvais être heureux, et là finalement c'est devenu critère incontournable du bonheur. Tu ne peux pas être heureux sans. En gros c'est ce que la société te dit, hein. Si tu ne tombes pas amoureux, tu vas vivre une vie malheureuse. Et t'es là en mode bah je suis pas trop d'accord. Et juste pour finir de vous donner envie de le lire, même si moi j'en suis qu'à un tiers en fait, mais j'ai surligné tout un tas de trucs parce que j'étais à fond, hein, comme on peut s'en douter. Elle avait décidé d'arrêter de chercher l'amour en fait à ses 30 ans parce qu'elle était très heureuse comme ça. Et du coup elle dit qu'est-ce que cette expression m'énerve. Elle laisse entendre que le seul amour digne de ce nom et d'être cherché est l'amour romantique et qu'il se conjugue forcément au singulier. On m'a souvent demandé si j'avais quelqu'un dans ma vie, comme si, sans amoureux ou amoureuse, je n'aimais ni n'étais aimée de personne. En réalité, ce que j'ai compris, c'est que je n'avais pas besoin de chercher l'amour, puisque j'avais de l'amour, celui de ma famille, de mes amis, de ma sœur, mais aux yeux des autres, ça ne compte pas. Et j'ai lu ce paragraphe, et je vous jure sur ma vie que j'étais là en mode « Aline, est-ce que tu parles de moi ?» Est-ce que tu parles de moi? Parce que c'est pas que je me dis que je ne veux pas chercher l'amour ou que je ne chercherai jamais l'amour ou je ne sais pas quoi. En fait, je suis célibataire depuis un bon temps, voilà, un très bon temps, et très heureuse comme ça en fait. J'ai plein de choses dans ma vie qui font que ma vie elle est riche, elle est épanouie. Ce livre est déjà en train de me mind blown. Je suis trop contente de le lire et j'ai hâte de vous en reparler peut-être dans un prochain update lecture, sauf si je trouve que j'ai déjà tout dit avec celui-ci. Voilà. Et là je pense que je vais essayer de finir ces deux livres et ensuite je me dis qu'on pourrait faire un petit jeu après chaque fin d'update lecture. C'est que je pioche un livre que je suis censée lire d'ici la prochaine update lecture. Est-ce que je vais m'y tenir? Ah bah il y en a un qui a sauté, hein. Je pense qu'il veut être lu. Qu'est-ce que c'est? Je suis là en mode est-ce que je peux repiocher? Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, Salomé. C'est The Beauty Myth de Naomi Wolf, qui est donc un autre essai féministe sur le mythe de la beauté et sur le rapport entre la beauté et historiquement et les femmes. Je ne m'attendais pas à tomber là-dessus. Je peux pas dire que je sois très heureuse. Je vous souhaite un très bon dimanche ou alors un très bon autre jour si vous le regardez un autre jour, parce que je tourne et je poste les vidéos le dimanche mais vous les regardez pas forcément ce jour-là. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon matin, à la semaine prochaine, normalement, si j'ai eu le temps de tourner des vidéos. Et ça m'a coupé avant que j'ai le temps de dire au revoir. Donc je vous dis, sur ce, ciao.